Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être là. Je suis très impressionné, c'est la première fois que je m'adresse à du public, donc j'espère que ça va bien se passer. Donc je suis Julien Richard, Euh, donc je suis développeur autodidacte depuis 1998 à peu près. J'ai une seconde casquette, je travaille en tant qu'IT Application Spécialiste pour Sommet Éducation, donc pour des hautes écoles hôtelières à l'international. Et puis la casquette qui nous intéresse aujourd'hui, Electronic designer et développeur chez Housetrap, qui fait des escape games. Alors, comment améliorer l'expérience utilisateur dans les escape games grâce à MQTT et Node-RED? C'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui. Donc déjà, qu'est-ce que le MQTT? Très simplement, c'est un protocole de messagerie léger qui est basé sur un modèle de publication et de souscription, ce qui permet à tous les clients qui vont se connecter à ce qu'on appelle le broker, le serveur, de pouvoir s'abonner à des flux, ce qu'on appelle des topics, et de pouvoir recevoir des informations qui seront publiées par ces mêmes clients ou d'autres clients. Le MQTT, il a été développé pour pouvoir fonctionner sur des infrastructures avec de la bande passante très basse, avec des hautes latences. Donc il est idéal pour des appareils qui ont des connectivités limitées, donc des systèmes embarqués, des choses comme ça, notamment donc, tous les IoT, pas tous, mais la plus grande partie des smart objects utilisent le MQTT. Il a 3 niveaux de qualité de service. Donc, basiquement, on peut lui dire le niveau 0, c'est on envoie un message et puis s'il est reçu, c'est bien, sinon tant pis. Le niveau 1, on va dire il faut qu'il y ait au moins un message qui soit reçu par les souscripteurs. Et puis le niveau 2, c'est il faut qu'il y ait exactement un message qui soit reçu par les souscripteurs. Donc on peut, avec ça, avoir différentes approches sur la qualité des messages qu'on va envoyer. Si on veut vraiment que les messages soient reçus, on peut utiliser cette fonctionnalité. C'est un protocole qui est très économe en énergie, donc c'est très pratique pour les objets qui sont sur batterie notamment. Et puis, il a une fonctionnalité intéressante qui est le Last Will and Testament, qui est la dernière volonté si l'appareil se déconnecte, si il n'y a plus de batterie, si voilà, il se déconnecte du réseau pour quelconque raison, eh bien, le broker va lui-même envoyer un message à tous les souscripteurs de la part de cet appareil qui s'est déconnecté pour pouvoir monitorer les appareils. Alors, Node-RED. Node-RED, c'est un outil de flux, c'est un éditeur de flux qui est basé dans un navigateur. Il a été développé à la base par IBM et le but c'était de connecter des appareils physiques, des API et des services en ligne. Donc c'est exactement la raison pour laquelle on a utilisé Node-RED, c'est parce que ça s'imbrique vraiment dans ce qu'on veut faire, utiliser des appareils, utiliser des machines, des API et puis les faire communiquer entre elles. Il est basé sur Node.js, donc on a toute la puissance de Node.js, du JavaScript et puis de tout ce qui est basé sur les événements, et puis le modèle non bloquant de Node.js. Donc on peut avoir plein de flux qui vont tourner en parallèle sans qu'il y en ait qui gênent. Il n'y aura pas de boucle qui va faire en sorte que tout le système est bloqué. Les flux sont sauvegardés sous forme de JSON, donc ça c'est particulièrement pratique pour pouvoir les éditer en dehors du logiciel ou pour pouvoir les partager facilement. On fait des copier-coller, on met ça dans des fichiers texte et puis c'est très facilement gérable de sauvegarder, exporter et importer des flux grâce à JSON. Et puis il est open source sous la licence Apache, donc c'est un grand avantage quand on ne veut pas payer de licence. Et puis l'avantage, c'est qu'on peut se reposer aussi sur une grande communauté qui va développer des nœuds, des flux et ce qu'on appelle des palettes, qui sont des sortes de plugins, des add-ons. Donc du coup, il y a une énorme communauté derrière qui partage gratuitement toutes ces connaissances et c'est vraiment très utile.
Qu'est-ce qu'un ESP32? Donc, comme vous pouvez le voir, c'est une board. Là, en l'occurrence, c'est une board de développement avec donc le ESP32 qu'on voit en haut à droite. Alors, en l'occurrence, celui-là, c'est un dual-core 32 bits qui peut aller jusqu'à 240 MHz. Donc, c'est un grand avantage par rapport à un Arduino. Donc, on peut comparer ça à un Arduino, mais largement amélioré. On peut avoir jusqu'à 16 mégas de mémoire, 520 kg de RAM. L'avantage, c'est qu'on a énormément d'entrées-sorties qui peuvent être analogiques ou numériques. Bien plus que ça, d'ailleurs, on peut avoir aussi donc, tout ce qui est SPI, I²C, UART. Donc il y a énormément de fonctionnalités dans un tout petit appareil qui ne consomme pas énormément, qui peut être flashé soit avec des outils de développement, soit directement par un browser ou directement par le Wi-Fi, over the air. Donc on peut le programmer avec les environnements qui appartiennent à Espressif, qui est le créateur de ces ESP, donc qui s'appelle ESP-IDF. On peut aussi les programmer grâce à Arduino IDE, que beaucoup connaissent déjà, donc ça c'est très pratique. On peut le programmer également avec Platform.io et puis en MicroPython. Donc il y a une large gamme de langages qu'on va pouvoir utiliser aussi pour programmer ces ESP. Alors, pourquoi utiliser des ESP32? Eh bien, donc Espressif, ça fait plus de 10 ans, à peu près 10 ans, qu'ils développent ce genre de board. Ils ont commencé avec les ESP8266. Il y a une très grande communauté de makers qui les utilisent, donc ça permet d'avoir des tutos très facilement sur YouTube. On peut le trouver très facilement sur beaucoup de plateformes, et puis surtout, il est pas cher. Donc pour un appareil qui a autant de capacité, c'est vraiment une opportunité. On peut les commander en grande quantité. Et il y a plusieurs modèles qui sont différents. Il y en a qui ont plus de GPIO, d'autres moins, plus compacts. Donc il y a vraiment une gamme aussi de SP qui existent et qui peuvent s'adapter à tous les projets. Qu'est-ce que Housetrap? Donc Housetrap, c'est une entreprise qui fait des escape games. Historiquement, le premier centre a ouvert à Bulle en 2018, où on a 7 escapes sur différents thèmes, l'école des sorciers, les pharaons, l'apocalypse zombie pour les amateurs de frissons, 50 nuances pour les amateurs de littérature. Il y a une salle de quiz et puis récemment on a ouvert des salles de karaoké. En septembre, on a ouvert à Payerne, le premier centre à Payerne avec le premier escape Jurassic Land. On va y revenir tout à l'heure. Également salle de quiz et de karaoké. Et puis, grande nouveauté, ça va ouvrir ce week-end à Forum Fribourg. Et là, ce sera un petit peu différent. Ce sera de l'action game, donc qui va allier le fait de faire de l'effort et de réfléchir. Donc je vous invite à vous y rendre ce week-end pour aller découvrir tout ça. Donc les escape games, qu'est-ce que c'est? Donc le principe c'est d'être enfermé dans une salle, une pièce, il y a une histoire, et puis on va devoir résoudre des énigmes, des puzzles, on va devoir poser des objets qu'on va trouver dans le décor au bon endroit, on va devoir voilà, faire tout un tas d'opérations et on va pouvoir faire intervenir l'électronique là-dedans en utilisant par exemple des RFID ou des capteurs de lumière, des capteurs de température, de poids, etc. Alors pourquoi on a choisi le SP32, le MQTT et le Node-RED? Habituellement, jusqu'à présent, les escapes, ça ressemblait plutôt à ça. Alors là, on voit celui-là, il est
déjà pas mal évolué. On voit qu'il y a un Siemens logo, je sais plus, j'ai plus le terme, pardon. Mais voilà, il est déjà pas mal évolué, mais on se retrouve souvent avec un paquet de câbles, et ce qui fait que le tableau de bord du Game Master, ça ressemble souvent à ça. Donc c'est plein de petits interrupteurs, très peu de feedback, et puis le Game Master doit se trouver forcément dans une pièce qui se trouve juste à côté. On a une torche de câble avec une centaine de fils, et puis il faut souder tout ça à la main. Et puis quand il faut dépanner ça, c'est la galère. Et donc Jurassic Land. Moi j'ai rejoint Austrap il y a à peu près 1 an, et c'est à cette période où on a commencé à réfléchir à ce scénario de Jurassic Land. Et j'ai eu la chance de travailler avec Jacques Subsic sur ce sujet-là. Et quand on a regardé le scénario et qu'on a vu que la plupart des énigmes étaient basées sur des mécanismes, il y a plus d'une douzaine d'énigmes dans ce scénario, on s'est dit on ne peut pas tirer des câbles et puis se permettre de faire comme on a vu juste avant. Donc les ESP, c'était parfait pour être en Wi-Fi, pour communiquer avec un serveur central, pour que chaque énigme puisse se déclencher les unes après les autres dans un ordre précis. Donc c'était vraiment le mélange idéal pour nous. Donc si on prend par exemple l'exemple juste d'une énigme avec du MQTT tout seul. Donc on va avoir 2 jeux. On va allumer la salle. Ces 2 jeux vont se connecter. Ils vont s'abonner à leur propre topic. Donc, par exemple, pour resetter le jeu, le démarrer ou le résoudre. Le premier jeu commence, il va publier vers le broker le fait qu'il a démarré. On considère que c'est un digicode. Et une fois que le digicode, on a rentré le code correct, il va envoyer un nouveau statut en disant qu'il est résolu. Et là, on a 2 possibilités pour enchaîner sur la deuxième énigme. Soit le jeu numéro 1 va envoyer un topic en disant au jeu numéro 2 de démarrer, soit c'est le jeu numéro 2 qui va écouter le statut du jeu numéro 1 et qui va démarrer quand il est résolu. Donc ça, c'est une façon simple d'intégrer le MQTT dans les escape games, mais ça reste très limité. Les avantages, c'est qu'on n'a pas d'autres dépendances à des logiciels, donc on n'a pas besoin de Node-RED, on a juste vraiment notre broker MQTT et puis les énigmes se débrouillent d'elles-mêmes. Et puis c'est très facile à mettre en place. Un serveur MQTT, c'est un repository à installer, c'est fait en 5 minutes. L'inconvénient de ce système-là, c'est qu'on n'a aucun feedback pour le Game Master. Lui, il ne sait pas où ça en est. Il n'a pas la possibilité de déclencher à distance la résolution des énigmes, ou à part en ligne de commande, mais ça, on ne va pas demander à un Game Master de faire ça. On ne peut pas faire évoluer la solution, c'est-à-dire qu'on a nos 2 énigmes, et puis elles fonctionnent entre elles, mais si on veut en faire une troisième, il faut recompiler le code. Donc voilà, les inconvénients de ce système-là. Maintenant, si on prend la même solution, mais avec Node-RED, on a toujours nos 2 jeux, on allume la salle, ils vont s'abonner à leur propre topic. Et là, du côté du Node-RED, on va avoir créé un bouton. On utilise la librairie, la palette dashboard de Node-RED, qui permet d'avoir une interface graphique, en plus des flux qu'on va pouvoir créer dans le Node-RED. Donc là, on va créer un bouton pour démarrer l'intégralité du jeu, de la partie. On considère qu'on est toujours sur un keypad. Ici, on va créer un flux pour le démarrage de la première énigme. Donc, je ne sais pas si on voit très bien. Oui, on peut voir. Donc là, on a déjà la première évolution. On va pouvoir personnaliser le jeu en fonction des paramètres qu'on va pouvoir avoir dans le dashboard. Donc là, notamment le game mode. En général, on a toujours un mode famille, un mode normal, un mode challenge. Et en fonction de ça, on va pouvoir avoir des paramètres qui sont différents.
Donc là notamment, par exemple, le code du digicode va pouvoir être différent si c'est un mode normal ou un mode challenge. On va pouvoir avoir un code à 4 chiffres en mode normal et puis un code à 6 chiffres en mode challenge, par exemple. On va pouvoir lier virtuellement le bouton Start Game au bouton Start Game Number 1. Donc on va cliquer sur Start Game, ça va automatiquement publier le topic au jeu numéro 1 avec le code qui va être généré par la sélection qu'on a fait juste au-dessus, dans le flux juste au-dessus. Donc là, le jeu va démarrer, il va renvoyer son statut. Du côté du Node-RED, on aura pris soin de s'abonner au topic du statut du jeu et d'afficher un texte. Puis on va s'abonner également au code du jeu, ce qui va nous permettre de créer dans le dashboard un espace où on va avoir le résultat du statut, et puis une fois qu'on aura tapé un code, on aura dans le dashboard le code qui va apparaître. Donc le Game Master va automatiquement savoir si le joueur a tapé le bon code, s'il a inversé 2 chiffres, s'il lui manque un chiffre, s'il est complètement à côté de la plaque. Et ça va lui permettre de lui communiquer. On peut donner des indices, souvent par des talkie-walkie, des micros, etc. On va pouvoir guider le joueur en disant « Regardez bien, peut-être que vous avez loupé quelque chose, etc. » Ça va permettre une vraie interaction et éviter aux joueurs de complètement se perdre et d'être frustrés de ne pas réussir. Donc il y a vraiment une interaction entre le Game Master et puis le joueur. Le joueur rentre le code correct. Et donc là, on va avoir un autre flux qui va... Alors ça aurait pu être le même. On aurait pu le lier au premier game status. Et donc là, on va en fait vérifier que le statut du jeu est solved. Et si le jeu est solved, il va renvoyer un message MQTT pour démarrer le jeu numéro 2. Donc, dans cette configuration-là, voilà, il va publier le jeu start. Dans cette configuration-là, qu'on ait un jeu, qu'on en ait 10, qu'on en ait 12, on pourrait déclencher plusieurs actions en simultané. Avec vraiment, on écoute un statut, on peut dire à la fin du jeu numéro 2, on va lancer une vidéo, plus on va ouvrir une porte, plus on va mettre de la musique à côté. Donc, le Node-RED nous permet vraiment de faire ça. Donc à partir de là, de cette sélection, d'avoir pris de l'ESP32, du MQTT, etc., on a pu développer nos propres cartes, nos propres circuits, avec les ESP32. Et donc, grâce à ça, le jeu, en fait, ça est représenté un petit peu comme ça. On va avoir notre serveur, on a choisi un NAS, tout simple, dessus un Docker avec un serveur MQTT, un Node-RED, et ça permet de communiquer avec un panel d'appareils très différents. On peut y intégrer notamment les Shelly qui ont du MQTT natif. On peut l'utiliser avec du Raspberry Pi, branché sur un écran ou pour faire d'autres opérations. On peut contrôler des moteurs, on peut ouvrir des portes, on peut allumer des lumières. Et donc tout ça contrôlé par le dashboard Node-RED. Alors un exemple de flux qu'on a dans le jeu, on peut avoir des flux très simples. Ici, on va avoir un flux qui va pouvoir permettre d'ouvrir une grille, de réinitialiser le jeu, de récupérer quelle est la progression du jeu. Donc ça, c'est un flux qui est assez simple. Puis après, on peut avoir des flux qui sont un petit peu plus compliqués. Mais finalement, ça, pour le Game Master, il va avoir 10 boutons, mais ces 10 boutons, ils vont avoir des actions complètement différentes en fonction de ce qui a été sélectionné. La langue, par exemple, donc on peut lancer une vidéo en anglais, en allemand, en français, en fonction de la langue qui a été sélectionnée dans le dashboard. Le mode de jeu aussi va influer là-dessus. Donc
ça a l'air très compliqué comme ça, mais du coup, ça simplifie énormément la gestion du jeu par le Game Master. Au niveau du dashboard, justement, donc on aura, là en l'occurrence, on a deux pages différentes. On en a une qui a été simplifiée. C'est vraiment, on a la possibilité de gérer le volume de la salle, de lancer le jeu, de resetter certaines énigmes, enfin, pas resetter ici, mais d'arrêter la salle. On va pouvoir donner des indications au Game Master, briefing de sécurité par exemple, et puis c'est là qu'on va avoir le timing du jeu. Donc ça c'est une version simplifiée, et puis dans la version plus complète, on va avoir pour chaque appareil ou chaque énigme, on va pouvoir voir exactement quel est le statut de l'énigme. Donc pareil que pour le digicode, en fait, on va savoir exactement où le joueur en est, et puis agir sur le jeu pour pouvoir l'aider si jamais il galère vraiment. Alors, pour la démonstration. Donc, pour la démonstration, je vais me servir de ce laptop dans lequel j'ai un Docker avec un serveur MQTT et un Node-RED. J'ai un mini routeur, enfin un access point qui est là. Donc je génère un réseau Wi-Fi. J'ai un gros bouton rouge et une boîte mystérieuse. Donc je pense qu'on va pouvoir faire en direct. Alors, parfait. Donc, désolé, ça prend un peu de temps. Donc j'ai ici un Docker dans lequel j'ai plusieurs containers. J'ai donc un serveur MQTT qui est Mosquito ici, le Node-RED. J'ai une app serveur et puis une web app qui va me permettre de streamer de la vidéo. Donc, le Node-RED, on va créer un nouveau flux. Donc là, pour l'instant, on a deux appareils. On va vouloir déjà monitorer s'ils sont connectés. Donc on va utiliser le nœud MQTT in. On va s'abonner à un sujet. Donc là, en l'occurrence, on va prendre le gros bouton rouge. On va s'abonner à son statut. Et puis, on va l'afficher. Donc on va prendre un texte. Voilà, et c'est tout. Je vais peut-être juste le mettre dans une nouvelle page.
et je déploie. Là, on va pouvoir aller voir directement le résultat. Qui est celui-là. Donc pour l'instant, on a juste le texte. Alors j'aurais pu le nommer, on va le nommer. Donc je vais me connecter à mon réseau Wi-Fi. Ok. Donc là, je suis connecté. Et puis, je vais pouvoir allumer mon bouton. Ah, attendez, j'ai pas déployé. Voilà. Je vais allumer mon bouton. Donc là, j'ai déjà un indicateur sur le bouton. J'ai une petite LED qui permet de voir à quel moment il va se connecter. Voilà, il est en bleu et on voit automatiquement le statut s'est mis à jour. Donc ça permet très vite de monitorer tous les appareils qu'on va pouvoir connecter à un jeu. On va pouvoir faire la même chose pour la box, très simplement. Et donc pendant que je démarre la box, je vais arrêter le bouton pour vous montrer le Last Will and Testament. Donc là, la box est connectée. Et environ à peu près en moins de 30 secondes, en général, quand un appareil se déconnecte, on a la dernière volonté, voilà, dead. Et donc dernier élément de cette démonstration, c'est l'application pour streamer. Donc c'est une simple page web. Alors là par contre je vais un peu tricher parce que je ne connais pas par cœur le topic. Voilà. Et puis donc on va pouvoir écouter. Ouais, je prends ça. Ici on va s'abonner à un topic qui appartient au bouton. Donc on va écouter le statut du bouton, mais du bouton. Et puis on va vérifier si ce statut il est pushed. Donc quand on va appuyer sur le bouton, on va vérifier si c'est pushed. On va lancer la vidéo. Ensuite, on va attendre. Donc, on va prendre un timer que je le retrouve. Delay, voilà. On va lancer la vidéo. Attendez, c'est ça. Le delay, on le met après, et puis on va faire un délai d'1 seconde. Et puis on va lancer la box. Donc pour ça, on va simuler un bouton qui va envoyer un topic. Qui va envoyer start à la box. Et ça,
qui va l'envoyer au MQTT. Oui, très juste. Donc voilà, et puis on va utiliser le même nœud MQTT pour la vidéo et pour le bouton. Et puis là pareil. Alors, j'espère que c'est tout juste. Ça ressemble en tout cas. On déploie. Et donc là, ce qu'on a rajouté, c'est un bouton qui peut déclencher que la vidéo, un bouton qui peut déclencher que la box. Voilà. Est-ce que quelqu'un veut appuyer sur le bouton? Je pense que tu peux y aller. Ah, que coco! Tu peux réessayer. Ah, que coco! Voilà. Ah, que coco! Voilà. C'était tout pour moi. Est-ce que vous avez des questions? Alors, merci pour la présentation, c'était vraiment cool puis très intéressant. Moi, j'ai juste une petite question. Qu'est-ce qui se passe si on a, par exemple, un des microcontrôleurs qui a une déco et que les messages sont en mode retenu du broker? Si, par exemple, il a déjà eu le statut Start et puis qu'il relie une fois le même statut, il y a quoi comme mesure, entre guillemets, pour ce genre de choses, si on est en publisher et subscriber à ses propres topics, par exemple? Alors la plupart du temps, on n'utilise pas la fonction de retain dans ces cas-là. Mais donc la question c'est quoi exactement? C'est, disons, dans quelle mesure, si on a une déconnexion d'un des microcontrôleurs, dans quelle mesure c'est, comment dire ça, comment faire pour faire en sorte que si on a un jeu qui est déjà démarré et qui avait déjà par exemple des actions en cours, s'il relie le statut de démarrage, est-ce que par exemple on peut mettre un garde-fou pour éviter par exemple qu'il relance quelque chose qui avait déjà été lancé? Alors, on a toujours la possibilité de programmer ça directement dans le SP. Ouais. Notamment pour les reconnexions, on peut mettre dans la boucle le fait qu'il va vérifier qu'il est bien connecté. Et puis si c'est une reconnexion, on peut lui dire de ne pas écouter certains topics. Ok. Tout est programmable en fait. On a vraiment la main complète sur la programmation. Ça marche, merci beaucoup. Merci. Encore une autre question? On aura encore l'opportunité de parler encore et de poser des questions à Julien pendant l'apéro à la fin. En tout cas, merci beaucoup Julien pour votre attention, c'était vraiment chouette. Merci.